Si quelqu'un est capable de faire face à des situations effrayantes, c'est bien un soldat. Mais même si le quotidien de nombreux militaires consiste à esquiver des balles et à tirer à la mitrailleuse, certaines histoires de guerre sont suffisamment terrifiantes pour effrayer même les soldats les plus endurcis. En particulier celles qui relatent des événements étranges qui semblent défier toute explication. Aujourd'hui, nous allons donc charger nos fusils et partir pour le front afin d'explorer les rencontres avec les ghouls des Philippines, des serpents de 15 mètres et d'horribles créatures lacustres, tout en enquêtant sur certaines rencontres militaires avec des créatures non identifiées. Un ennemi commun. La guerre du Vietnam a été le théâtre d'innombrables horreurs, notamment une guérilla incessante, l'utilisation d'armes chimiques et, selon certains soldats, la présence de créatures cryptiques terrifiantes. Tout au long du conflit, les deux camps ont rapporté des combats contre un ennemi commun différent, des groupes de singes géants lanceurs de pierres. Selon les enquêtes officielles menées à l'époque, les soldats affirmaient que ces créatures mesuraient 1,80 m et étaient couvertes de poils roux. Les troupes vietnamiennes les appelaient les Batututs, tandis que les Américains les surnommaient les Rock Apes, en référence à leur arme de prédilection. Les deux camps prenaient les Batututs très au sérieux, et en 1974, un général vietnamien du nom de Ho Minh Ta organisa une expédition pour en capturer et en tuer un. Malheureusement, cette expédition fut un échec, mais en 1982, un professeur de l'université pédagogique de Hanoï annonça avoir découvert une empreinte humanoïde de 28 cm dans la jungle vietnamienne et en fit un moulage. Cette empreinte n'était pas humaine et ne correspondait à aucune espèce de primate connue. Mais les recherches pour retrouver la créature qui l'avait laissée, en supposant qu'elle soit authentique, n'ont toujours pas abouti. Aujourd'hui, les sceptiques ont développé de nombreuses théories pour expliquer les Batututs, attribuant d'abord les observations à de vrais primates comme des orang-outans. Les orang-outans ont certes les mêmes cheveux roux que les singes des rochers, cependant ils ont disparu du Vietnam depuis des milliers d'années, et les seuls primates qui subsistent sont de taille relativement petite. Ces théories semblant réfutées, d'autres sceptiques attribuent les observations du singe des rochers à des hallucinations. Il est bien connu que certains soldats vietnamiens ont fait face au stress de la guerre en, disons, s'automédicamentant. Et les Batututs pourraient être des hallucinations causées par l'état d'esprit altéré des soldats. Compte tenu de la similitude avec le Bigfoot américain, on comprend comment une telle idée a pu se répandre et s'insinuer dans l'esprit des soldats en détresse dans un environnement inconnu. Mais jusqu'à ce que la vérité soit rétablie, il vaudrait peut-être mieux porter un casque la prochaine fois que vous vous aventurez dans la jungle vietnamienne, juste au cas où. Le chien de Mons. La Première Guerre mondiale fut un autre conflit horrible, et l'une de ses premières batailles fut la bataille de Mons, un combat qui mêla les horreurs de la guerre à une histoire surnaturelle. La bataille de Mons opposa les corps expéditionnaires britanniques à l'armée allemande, et comme la plupart des batailles de la Première Guerre mondiale, le conflit consistait en deux lignes de front opposées, séparées par un no man's land. De temps à autre, les soldats s'aventuraient dans le no man's land pour tenter de progresser vers les positions ennemies. Beaucoup d'entre eux ne revenaient jamais, et leur sort n'était découvert que lorsque d'autres soldats se rendaient sur place pour récupérer leur corps. Normalement, ces soldats courageux tombaient sous les balles et les grenades, mais à Mons, les choses se passaient un peu différemment. Dans le No Man's Land, plusieurs soldats britanniques auraient été retrouvés avec des marques de morsure au cou, semblant avoir été victimes d'un animal géant et non de tirs ennemis. Alors que la nouvelle de ces blessures inhabituelles se répandait, les soldats commencèrent à échafauder des théories sur ce qui avait pu attaquer leurs camarades. La nuit, les bruits lointains des coups de feu et des explosions étaient couverts par des hurlements terrifiants qui résonnaient sur le champ de bataille. En écoutant ces hurlements, les soldats britanniques ont commencé à croire que le No Man's Land de Mons était tenté par un gigantesque chien de l'enfer. Cette histoire est devenue une légende de guerre et en 1919, un soldat du nom de F.G. Newhouse a écrit un livre sur le chien de Mons. Newhouse suggéra que le chien était le résultat d'une expérience scientifique, dans laquelle un scientifique allemand appelé le docteur Hormüller avait tenté de créer un chien géant doté d'un cerveau humain afin de chasser et de tuer les soldats britanniques. Ouais, plutôt fou, non? Eh bien, on comprend que les sceptiques pensent que F.G. Newhouse a inventé cette histoire pour faire parler de lui, suggérant que le chien de Mons a une explication bien plus rationnelle. Tout au long de la Première Guerre mondiale, les deux camps ont utilisé des chiens de guerre pour transporter du matériel. Il est possible qu'un chien ordinaire, peut-être un berger allemand, ait attaqué les troupes britanniques, laissant des marques de morsure inquiétantes. Au lieu d'un chien démoniaque venu tout droit de l'enfer, la vérité ayant été déformée par des rumeurs exagérées. Quoi qu'il en soit, rencontrer son destin après avoir entendu des grognements féroces provenant du brouillard du No Man's Land, ouais, c'est une façon assez terrifiante de mourir. Le géant de Kandahar. En 2002, une escouade de soldats de l'armée américaine à Kandahar en Afghanistan
a cessé toute communication radio après s'être rendu dans les montagnes pour une patrouille. Après plusieurs jours sans nouvelles, une équipe d'opération spéciale a été déployée pour retrouver les soldats disparus, s'envolant vers leur dernière position connue. L'équipe a commencé à parcourir les montagnes, découvrant un paysage couvert de poussière et de pierres. Puis finalement, une traînée d'équipements militaires américains brisés, menant à un chemin sinueux. L'unité a suivi la piste et peu de temps après, les équipements cassés ont été rejoints par des ossements humains éparpillés parmi des uniformes et les radios. Arrivé au bout de la piste, l'équipe est tombée sur une grotte géante où d'autres ossements et équipements étaient empilés autour de l'entrée. La force d'intervention a supposé qu'elle avait trouvé une cachette des talibans. Et, alors qu'elle se préparait au combat, une lance géante a jailli de la grotte, tuant l'un des hommes. Alors que les soldats regardaient autour d'eux, sous le choc, un géant de 4,50 m surgit de l'obscurité et se précipita vers eux. L'équipe ouvrit le feu sur le monstre pendant 30 secondes avant qu'il ne tombe enfin au sol. Une fois le chaos terminé, l'unité demanda à 2 hélicoptères de les récupérer et de ramasser la créature morte. Le monstre fut transporté directement à un aérodrome où il fut expédié vers une destination inconnue à bord d'un avion C-130. Pendant ce temps, les membres de l'escouade des forces spéciales furent contraints de signer des accords de confidentialité et de rédiger un rapport d'intervention qui ne mentionnait pas le monstre, le qualifiant simplement d'un ennemi combattant. L'histoire fut gardée secrète jusqu'en 2016, lorsque l'un des soldats se manifesta anonymement pour partager son récit dans une vidéo YouTube aujourd'hui supprimée. Lorsque l'histoire a été révélée, des personnes ont commencé à appeler l'émission de radio Coast to Coast AM avec George Noory, affirmant avoir été stationné dans la région à l'époque et corroborant l'histoire. Cela dit, l'émission de radio n'est pas vraiment connue pour son intégrité factuelle, et il n'a pas fallu longtemps pour que le ministère de la Défense réagisse, déclarant « Nous n'avons aucune trace ni aucune information concernant un membre des forces spéciales tué par un géant à Kandahar. » Il est intéressant de noter qu'un soldat de forces spéciales appelé Dan, le même nom que l'homme qui aurait été transpercé par le géant, a été confirmé comme ayant été tué à Kandahar en 2002. Mais la cause officielle de sa mort était un explosif. Certaines personnes pensent que cela prouve que cette histoire n'est qu'un canular, tandis que d'autres affirment qu'il s'agit d'une preuve d'une dissimulation du gouvernement. Les autorités prétendant que Dan a été tué par un explosif afin de cacher la véritable cause de sa mort, un géant vivant dans les montagnes. Je sais quelle version me semble la plus plausible, mais qu'en pensez-vous? Âmes errantes. Dans le folklore vietnamien, si une personne n'est pas enterrée correctement, son âme peut devenir un fantôme, condamné à errer sur Terre pour l'éternité. En 1969, pendant la guerre du Vietnam, cette superstition supernaturelle est devenue réalité lorsqu'un certain nombre de soldats Viet Cong ont commencé à entendre des voix fantomatiques les appeler dans la jungle. Elles ressemblaient un peu à ceci. Les soldats entendaient des enfants appeler leur père, des hommes hurler de douleur et des phrases telles que « C'est l'enfer, je suis en enfer, ne finissez pas comme moi », ainsi que des encouragements chuchotés pour inciter les soldats à mettre fin à leur jour. Ces sons étaient absolument terrifiants, mais voici le plus incroyable. Il s'avère qu'ils étaient causés par des soldats américains et non par des fantômes. Ces voix faisaient partie d'une véritable tactique militaire américaine appelée « Opération Wandering Soul ». Les États-Unis avaient employé des civils sud-vietnamiens pour enregistrer ces phrases sur des bandes magnétiques, qui étaient ensuite diffusées à plein volume par des haut-parleurs placés dans la jungle et à bord d'hélicoptères. Ces enregistrements constituaient une forme de guerre psychologique visant à utiliser les superstitions locales pour persuader les patrouilles Viet Cong de fuir et de se rendre par peur. Dans certains cas, cela a fonctionné, mais le plus souvent, les soldats Viet Cong tiraient en direction des voix, touchant les soldats et les hélicoptères qui transportaient les haut-parleurs. Eh bien, ça s'est littéralement retourné contre eux. L'œil de la mer. Avec des mers peuplées de véritables monstres marins tels que le poisson lance géant, il n'est pas surprenant que des marins adorent raconter des histoires de rencontres avec des créatures marines, inventer des récits fantastiques sur des serpents de mer, des sirènes et bien sûr, le kraken. Mais ces récits issus de l'océan ont-ils un fond de vérité? Pendant la Seconde Guerre mondiale, un soldat de la marine britannique nommé H.G. Starkey pêchait de nuit depuis le pont d'un chalutier de la marine dans l'océan Indien lorsqu'il remarqua un grand cercle de lumière verte sur la surface.
Eiji remonta sa ligne et plissa les yeux pour mieux voir l'orbe, quand soudain celui-ci bougea, révélant l'œil de ce qui semblait être un calmar absolument colossal. Starkey courut à l'autre bout du chalutier et constata que le calmar s'étendait sous toute la longueur du navire, soit 175 pieds, ses tentacules dépassant l'arrière du bateau. Pour mettre cela en perspective, le plus grand calmar géant jamais officiellement enregistré mesurait 20 mètres de long, soit un tiers de la taille du spécimen présumé de Starkey. Alors que Starkey regardait le monstre avec horreur, le calmar a plongé dans l'océan, disparaissant dans les profondeurs. Starkey a couru prévenir ses camarades et très vite l'histoire a commencé à se répandre. Les marins croyant que Starkey avait rencontré le kraken légendaire. Mais tout le monde ne croit pas à cette histoire. Beaucoup se demandent pourquoi Starkey n'a pas appelé les autres membres de l'équipage pour qu'ils viennent le voir avant que la créature ne disparaisse. L'absence de témoins est assez suspecte, mais étant donné que plus de 80% de l'océan n'a jamais été cartographié ni exploré par l'homme, est-il vraiment impossible qu'un calmar de cette taille existe? Donnez-moi vos avis dans les commentaires ci-dessous. Reptile rebelle. En tant qu'as de l'aviation dans l'armée de l'air belge, Remy Van Lierde avait déjà connu son lot de combats. Malgré cela, le vol le plus effrayant du pilote a sans aucun doute eu lieu en 1959 lorsqu'il a croisé un monstre dans la jungle congolaise, apercevant apparemment un serpent de 15 mètres de long qui se faufilait entre les arbres. Stupéfait, Van Lierde a fait demi-tour avec son hélicoptère pour permettre à son passager de prendre une photo. Alors que Lierde s'approchait, le serpent a levé la tête à 3 mètres dans les airs, s'apprêtant à bondir sur l'hélicoptère. Heureusement, Lierde a échappé à son attaque et s'est enfui dans la jungle. À son retour en Belgique, l'histoire de Lierde a fait beaucoup de bruit. Cependant, les sceptiques n'étaient pas convaincus, arguant que la photo prise était trompeuse. Lierde affirmait avoir pris la photo depuis un hélicoptère et que les plantes autour du serpent étaient de grands arbres et de grands buissons. Cependant, la végétation pouvait facilement être des brins d'herbe et des mauvaises herbes, et le serpent pouvait en réalité être de petite taille. Bien qu'il puisse y avoir une part de supercherie, l'existence d'un serpent de 15 mètres n'est pas totalement invraisemblable. En 1912, un groupe d'explorateurs a découvert le plus grand serpent jamais enregistré, un python réticulé de 10 mètres vivant dans la forêt tropicale indonésienne. Bien sûr, même si un serpent de 15 mètres pouvait exister, cela ne signifie pas que l'IRD en ait aperçu un. Et pour beaucoup, l'absence de référence à l'échelle sur la photo du pilote équivaut à un manque de preuves. Plongée déclassifiée. Passons maintenant à des preuves un peu plus fiables. Des documents officiels déclassifiés par le gouvernement. En 2009, la marine russe a déclassifié ses archives sur certaines observations d'OVNI durant la guerre froide. L'une de ces observations a eu lieu en 1982, lorsqu'un groupe de 7 plongeurs militaires s'entraînait dans le lac Baïkal en Sibérie. Le lac d'eau douce le plus ancien et le plus profond du monde. Bien qu'il se soit formé il y a 30 millions d'années, le lac Baïkal, profond de 1650 mètres, n'a jamais été entièrement exploré et semble receler de nombreux secrets sous sa surface. Au début de l'entraînement, les plongeurs ont lentement descendu dans les profondeurs du lac Baïkal. La plongée était routinière, mais lorsque les soldats ont atteint les 15 mètres, ils ont contacté la surface par radio. Sous le choc, après avoir rencontré un groupe de créatures vaguement humanoïdes nageant dans des combinaisons argentées et coiffées de grands casques. Les plongeurs ont contacté la surface par radio pour expliquer ce qu'ils avaient trouvé et ont reçu l'ordre de capturer les entités. Cependant, à ce moment-là, les plongeurs ont cessé toute communication radio. Alors que les responsables à la surface commençaient à paniquer, les plongeurs ont été rejetés sur le rivage, leur équipement de plongée détruit. Tous les plongeurs présentaient des symptômes de maladie de décompression. Une affection potentiellement mortelle qui survient lorsque l'on remonte trop rapidement à la surface après avoir plongé en eau profonde. 4 des plongeurs ont pu être placés dans des caissons de décompression situés à proximité, des appareils susceptibles de les sauver en les recompressant. Mais il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. 3 des plongeurs ont donc péri sur la plage. On ignore où se trouvent les plongeurs survivants, et les étranges créatures rencontrées par les plongeurs n'ont jamais été revues, laissant cet incident entouré de mystères. Mais que ces plongeurs malchanceux aient été tués par des extraterrestres aquatiques ou victimes d'un accident bizarre, il est certain que quelque chose d'étrange s'est produit sous la surface du lac Baïkal. Approchez-vous. Cette histoire terrifiante nous vient de la base aérienne de Bolling dans l'État de Washington. Une nuit de 1980, un agent de sécurité travaillait sur la base, chargé de garder l'entrée principale. Alors qu'il se tenait près de sa voiture de patrouille, il ressentit soudainement une envie irrésistible d'aller jeter un œil à l'un des avions de chasse stationnés dans l'un des hangars de la base. Alors qu'il regardait l'avion, il sentit un toit glacé lui gratter la nuque. Il sortit son arme et se retourna.
mais il n'y avait personne. Riant, le garde haussa les épaules et se retourna vers l'entrée principale de la base. Mais à sa grande confusion, celle-ci semblait désormais à des kilomètres, le tarmac s'étendant à perte de vue. Secoué, il courut vers sa voiture et tenta de monter à l'intérieur, mais lorsqu'il ouvrit la portière, il sentit à nouveau le doigt le gratter jusqu'à la colonne vertébrale. Il se retourna et son regard se posa sur l'avion de chasse, ou plus précisément sur la silhouette qui était désormais assise dans le cockpit. La silhouette fantomatique était vêtue comme un pilote de chasse, et sous le regard du garde, elle souleva la visière de son casque, révélant 2 orbites sombres et vides. Alors que le garde de sécurité observait la scène avec horreur, il entendit le fantôme l'appeler « Approche, approche ». Un brouillard commença à se former autour de lui, enveloppant le garde dans l'obscurité tandis qu'il fixait les yeux de l'esprit. Le lendemain matin, alors que les soldats de la base se levaient pour prendre leur petit déjeuner, ils entendirent des cris sauvages provenant du hangar. En entrant, ils trouvèrent leur agent de sécurité enfermé dans le cockpit du jet, hurlant comme un fou. Il a fallu 4 heures aux ingénieurs pour le sortir de l'avion, car les mécanismes de verrouillage semblaient avoir été brisés. L'agent de sécurité ne fut plus jamais le même après cet incident. Cette histoire effrayante a été publiée dans le journal de la base aérienne de Bolling en 1990, mais il convient de noter qu'elle a été publiée le jour d'Halloween. Ce fait, combiné au nom du garde de sécurité, Jess Kidding, suggère que le journal a peut-être voulu faire une blague d'Halloween à ses lecteurs. Quoi qu'il en soit, cette histoire de fantôme est absolument terrifiante, remplaçant les maisons hantées par quelque chose d'encore plus menaçant, des avions de chasse hantés. Le monstre du Morbar. Jusqu'à sa fermeture en 1993, la base aérienne de Hahn était une installation de l'armée de l'air située à Morbach en Allemagne. Une jolie commune avec une sombre légende locale. La légende remonte à 1810 lorsque, selon les habitants, un loup-garou aurait été tué dans un village de la région appelé Wittlich et que ses restes auraient été enterrés sous une route juste à l'extérieur de la ville. Que cette partie soit vraie ou non est certainement discutable, mais ce qui est certain, c'est qu'un sanctuaire éclairé à la bougie a été construit près du lieu présumé de l'enterrement, et certains habitants croient que si la dernière bougie s'éteint, le loup-garou reviendra. La bougie est restée allumée jusqu'en 1988, date à laquelle la base aérienne de Hahn était en activité et remplie de soldats américains. Tard dans la nuit, les sirènes de la base se mirent à retentir, indiquant que quelque chose avait déclenché une alarme autour du périmètre. Les soldats de garde se rendirent donc sur place pour enquêter et tous furent témoins d'une créature canine de 2,50 m de haut, couverte de fourrure, debout sur 2 pattes à l'intérieur de la base. D'après les descriptions, elle ressemblait beaucoup à cette étrange créature, encore inexpliquée, filmée par la caméra de vidéosurveillance à l'extérieur d'un zoo du Texas en 2022. En 1988 cependant, en apercevant les soldats de la base aérienne de Hahn, la créature a sauté par-dessus la clôture de 3 mètres de haut et s'est enfuie dans les bois, disparaissant à perte de vue. Les soldats ont rapidement cherché un chien pisteur pour rechercher la créature, mais dès que le chien est arrivé à l'orée des bois, il s'est recroquevillé de peur, refusant d'y entrer. Les soldats se sont alors retirés à la base, perplexes. Le lendemain matin, les soldats se sont rendus dans le village voisin de Wittlich, où les habitants leur ont raconté quelque chose qui leur a glacé le sang. Il s'est avéré que les bougies du sanctuaire avaient toutes cessé de brûler la nuit précédente, la flamme s'éteignant peu après au moment où ils avaient rencontré la créature ressemblant à un loup-garou. Heureusement, l'habitant qui s'en était aperçu avait rapidement rallumé les bougies, son geste coïncidant probablement, selon les soldats, avec le moment où la créature s'est enfuie dans les bois de manière inexplicable. Aujourd'hui, cette histoire est devenue une légende locale et, avant la fermeture de la base aérienne de Hahn en 1993, les soldats américains la racontaient aux nouvelles recrues pour les avertir de ne pas s'aventurer dans les bois entourant la base. Bien sûr, cette histoire n'était probablement qu'un moyen pour les soldats de bisuter les nouveaux, mais si j'étais stationné près de Wittlich, je garderais certainement une boîte d'allumettes sur moi et je surveillerais de près les bougies qui brûlent dans ce sanctuaire. Hantise dans la province de Helmand. En 2009, les États-Unis ont renforcé leur présence militaire en Afghanistan, envoyant davantage de troupes pour lutter contre les talibans. Parmi ces forces se trouvait une escouade de 8 marines stationnés en Observation Point Rock ou Hopi Rock, un minuscule poste d'observation situé au milieu du désert de Helmand. L'escouade a pris le relais d'un groupe de soldats gallois qui ont laissé aux marines américains un avertissement sinistre et énigmatique. Si vous déterrez quoi que ce soit, remettez-le à sa place. Une nuit, le caporal Lena était en garde lorsque sa radio a commencé à grésiller, une voix perçant les parasites. Lena a saisi sa radio et a écouté, réalisant que la voix parlait en russe. Soudain, la voix s'est interrompue, laissant Lena confus et frustré par sa radio défectueuse.
Le lendemain matin, l'équipe a décidé de creuser une tranchée autour de l'intérieur de l'Opirock pour se mettre à l'abri. Alors qu'ils commençaient à creuser, quelque chose d'incroyablement troublant s'est produit. Ils ont heurté du métal et ont trouvé un tas d'équipements militaires russes, des tessons de poterie et des os humains. Il s'est avéré qu'ils avaient découvert un charnier juste sous leurs pieds. Après avoir rebouché la tranchée, aucun autre événement étrange ni aucune découverte ne se produisit, jusqu'à quelques semaines plus tard. Le caporal Zolik était de garde à midi et transpirait sous le soleil du désert depuis des heures, quand soudain, il fut pris d'un froid glacial et entendit une voix murmurer quelque chose en russe à son oreille. Zolik se retourna, mais il était seul, bien que complètement déconcerté. La semaine suivante, le caporal Lena était en garde de nuit lorsqu'il aperçut une silhouette dans le désert. Lena saisit ses lunettes de vision nocturne et repéra un soldat qui le fixait depuis une colline lointaine. Lena détourna le regard pour alerter ses camarades endormis de la menace potentielle, mais lorsqu'il regarda à nouveau dans ses lunettes, son cœur faillit s'arrêter. En une fraction de seconde, le soldat s'était approché de 100 mètres et se tenait désormais au milieu du désert. Plus étrange encore, Lena passa ses lunettes en mode thermique et découvrit que la silhouette ne dégageait aucune chaleur corporelle. Alors qu'il basculait entre les modes nuit et thermique, il fut rassuré de sentir l'un de ses camarades lui tapoter l'épaule. Soulagé de ne plus être le seul éveillé dans ce décor inquiétant, Lena se retourna pour expliquer la situation, mais il n'y avait plus personne. Le reste de son équipe dormait toujours profondément de l'autre côté du camp. Des événements de ce type se sont produits pendant les 60 jours suivants, et lors de leur dernière nuit à Opirock, tous les soldats étaient convaincus d'avoir vécu quelque chose de surnaturel. Lors de la dernière garde des Marines, le silence de la nuit a été soudainement rompu par des tirs de mitrailleuses. Les soldats ont couru se mettre à l'abri lorsqu'ils ont entendu le bruit d'un lance-roquette tiré dans leur direction. Ils se préparèrent à l'impact, mais celui-ci n'est jamais arrivé, et les tirs ont soudainement cessé. L'escouade a maintenu sa position défensive jusqu'à ce qu'elle soit certaine que les tirs avaient cessé, avant de fouiller minutieusement l'avant-poste et ses environs. L'avant-poste n'avait subi aucun dommage et le désert environnant était complètement vide, dépourvu de combattants ennemis et de munitions, ne montrant absolument aucun signe de combat. L'escouade a lentement pris conscience que l'attaque n'était qu'une autre illusion déroutante. Au matin, l'escouade de relève arriva, permettant enfin aux soldats de quitter l'Opirock. De retour chez elle, le caporal Lena commença à faire ses recherches sur l'avant-poste et découvrit qu'il avait été occupé par une escouade de Russes dans les années 80. Il s'avère que, pendant leur service à l'Opirock, ces Russes avaient été exterminés par des Moudjahidines et enterrés sur le site. L'équipe de Lena avait passé 2 mois sans le savoir à vivre au-dessus d'un tombeau géant, et Lena pensait que leur occupation au sommet de ce qui était en fait un énorme tas d'os expliquait leurs étranges expériences fantomatiques. Il est également possible que l'équipe ait réellement été attaquée sous la forme d'une guerre psychologique menée par des combattants talibans qui connaissaient le passé sinistre de cet endroit. Eh bien, soit cela, soit les soldats partageaient une illusion collective induite par la paranoïa, soit ils avaient même inventé cette histoire pour se divertir avant de la partager avec la chaîne Sci-Fi, qui s'est chargée de la diffuser auprès du grand public. Et qu'en pensez-vous? J'aimerais beaucoup lire vos théories là-dessus dans les commentaires. Les vrais ghouls. Pour cette nouvelle histoire, nous nous retrouvons aux Philippines. Et accrochez-vous bien, car les choses vont devenir beaucoup plus effrayantes et plus réelles que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Entre 1942 et 1954, un groupe d'insurgés communistes connu sous le nom de Hux a mené une longue rébellion contre le gouvernement philippin. Très vite, les États-Unis ont été appelés à soutenir les forces armées du gouvernement philippin. Parmi ces Américains figurait Edward Lansdale, un major largement considéré comme un véritable pionnier de la guerre psychologique. À son arrivée aux Philippines, Lansdale a rapidement découvert l'existence des Answang, des créatures mythiques du folklore philippin capables de changer de forme. Alors que les combats s'intensifiaient, Lansdale a mis cette connaissance à profit de manière assez étrange et assez dérangeante. Il a envoyé ses hommes dans les villages locaux pour répandre la rumeur selon laquelle un vampire capable de changer de forme vivait dans les collines voisines. Alors que ces rumeurs commençaient à circuler, Lansdale posta ses hommes dans les collines, attendant qu'une patrouille Huk pénètre dans la zone. Finalement, une patrouille passa, permettant au GI de s'emparer du dernier homme, de le traîner dans les sous-bois et de l'abattre. Les hommes percèrent ensuite 2 trous dans le cou du soldat décédé, le suspendirent à l'envers pour le vider de son sang et replacèrent son corps sur le chemin. Lorsque la patrouille Huk suivante arriva et découvrirent leur allié tombé au combat, elle s'enfuit de la région, effrayée par les signes évidents de la présence d'un vampire caché dans la jungle. L'utilisation par Lansdale des superstitions des Huk à des fins militaires fut saluée par l'armée. Mais je suis pas sûr qu'il faille féliciter quelqu'un pour avoir commis un crime de guerre potentiel afin d'imiter Dracula.
Quoi qu'il en soit, pour ces soldats Huck, la créature non identifiée qui se cachait dans les bois était en fait le monstre que nous connaissons tous, l'humanité. Alors, quelle histoire d'horreur militaire avez-vous trouvé la plus effrayante? Avez-vous une autre histoire à me partager? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.